Avez-vous déjà ressenti cette sensation de vide lorsqu'un enfant que vous aimez quitte votre maison, en vous demandant quand, ou même si, il reviendra vous voir? Que vous soyez grands-parents, tantes, oncles, parrains, ou simplement un ami proche de la famille, cette question vous a certainement déjà traversé l'esprit. Dans notre société française contemporaine, où les liens familiaux traditionnels évoluent et où le temps semble filer entre nos doigts comme les grains de sable des plages de la Côte d'Azur, maintenir des relations significatives avec les plus jeunes représente un défi considérable. Mais saviez-vous qu'il existe 3 attitudes fondamentales, profondément ancrées dans notre culture française, qui peuvent transformer votre relation avec les enfants de votre entourage? Des attitudes qui non seulement les inciteront à revenir vous voir, mais qui créeront des souvenirs aussi durables que la Tour Eiffel. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas simplement une liste de conseils, mais une véritable philosophie relationnelle qui puise ses racines dans notre art de vivre à la française. Avant de continuer cette exploration ensemble, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications et surtout à partager dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Votre participation enrichit notre communauté et nous permet de créer du contenu qui résonne avec votre quotidien. Maintenant, embarquons ensemble dans cette aventure relationnelle qui pourrait bien transformer vos liens avec la nouvelle génération. Imaginez un instant le sourire radieux d'un enfant qui franchit votre porte, impatient de passer du temps avec vous. Cette joie pure, cette connexion authentique, n'est-ce pas ce que nous recherchons tous? La première attitude fondamentale qui transformera votre relation avec les enfants est celle de l'écoute véritable, une écoute à la française, empreinte de présence et de considération. Dans notre pays où la conversation est élevée au rang d'art, nous avons parfois tendance à oublier que les enfants aussi ont besoin d'être entendus, pas simplement écoutés. Une étude menée par l'Université de Bordeaux a démontré que les enfants qui se sentent véritablement écoutés développent une confiance en eux 40% plus élevée que les autres. Mais comment pratiquer cette écoute authentique dans un monde où notre attention est constamment sollicitée? Lorsque j'observe les interactions dans les jardins du Luxembourg un dimanche après-midi, je remarque souvent ce contraste saisissant. Certains adultes sont physiquement présents mais mentalement ailleurs, absorbés par leurs écrans, tandis que d'autres sont complètement immergés dans l'univers de l'enfant qui les accompagne. La différence est palpable. L'écoute véritable commence par mettre de côté nos préoccupations d'adultes, nos listes de courses pour le marché du dimanche, notre planning chargé de la semaine à venir, les factures à payer. Elle exige cette qualité si française, de savoir savourer l'instant présent, comme on dégusterait un bon vin de Bourgogne, sans précipitation. Prenez l'exemple de Marie-Claire, une grand-mère parisienne que j'ai rencontrée lors d'un atelier sur les relations intergénérationnelles. Chaque mercredi, elle accueille ses petits-enfants pour un goûter. Au début, elle préparait frénétiquement des activités, des jeux, des pâtisseries élaborées. « J'étais épuisée », m'a-t-elle confié. Et paradoxalement, les enfants semblaient moins enthousiastes à l'idée de venir. Tout a changé lorsqu'elle a décidé d'adopter une approche différente. Simplement, s'asseoir avec eux autour de la table de sa cuisine, avec quelques madeleines faites maison et leur demander de raconter leur semaine. Je les regarde dans les yeux. Je pose des questions sur ce qu'ils me racontent. Je m'émerveille de leur découverte, explique-t-elle. Cette simple pratique a transformé ces mercredis en moments précieux que ces petits-enfants attendent désormais avec impatience. L'écoute véritable implique aussi d'accueillir les émotions des enfants sans jugement. Dans notre culture française, nous avons parfois cette tendance à vouloir raisonner les émotions, à les intellectualiser. Ce n'est pas si grave, tu exagères, un grand garçon comme toi ne pleure pas. Ces phrases que nous avons tous entendues, ou peut-être même prononcées, créent une distance émotionnelle. Quand un enfant vous confie sa tristesse parce que son meilleur ami a préféré jouer avec quelqu'un d'autre dans la cour de récréation, ce n'est pas d'une solution dont il a besoin, mais d'une validation de son ressenti. Tu es déçu, je comprends que ça te fasse de la peine. Ces simples mots peuvent avoir un effet apaisant remarquable et renforcer le lien de confiance. Il y a également cette dimension culturelle française qui valorise la conversation. Nous sommes un peuple qui aime débattre, échanger des idées, philosopher même autour d'une table familiale. Pourquoi ne pas étendre ce privilège aux enfants? Poser des questions ouvertes comme « Qu'est-ce que tu en penses ?» ou « Comment tu te sentirais à sa place ?» Invite l'enfant à développer sa réflexion et lui montre que son opinion compte.
C'est une façon subtile de lui dire « Tu es important, tu as ta place dans cette conversation, dans cette relation, dans ma vie ». Mais attention à l'écueil de l'interrogatoire. L'écoute véritable se déploie dans un espace de liberté. Si l'enfant ne souhaite pas s'exprimer sur un sujet particulier, respectez son silence. Parfois, les moments de complicité les plus profonds se tissent dans le silence partagé d'une balade en forêt de Fontainebleau ou dans la contemplation commune d'un coucher de soleil sur la Méditerranée. L'essentiel est cette qualité de présence qui dit « Je suis là, pleinement, pour toi ». La deuxième attitude qui fera revenir les enfants vers vous s'inspire directement de notre art de vivre à la française, la création d'un espace où règne la joie et la légèreté, sans pour autant sacrifier l'authenticité. Dans notre pays, nous comprenons intuitivement l'importance du plaisir partagé, que ce soit autour d'une table bien garnie ou lors d'une partie de pétanque sur la place du village. Cette philosophie s'applique merveilleusement aux relations avec les enfants. Créer des moments de joie authentiques, c'est offrir à l'enfant un havre où il peut simplement être lui-même, loin des pressions et des attentes qui pèsent parfois sur ses jeunes épaules. J'ai récemment observé mon voisin François, un homme d'une 60aine d'années habituellement très réservé, transformé par la présence de ses petits-enfants. Dans son petit jardin de banlieue parisienne, je l'ai vu se mettre à quatre pattes pour jouer au loup, rire aux éclats en se laissant asperger par le tuyau d'arrosage, inventer des histoires fantastiques peuplées de créatures imaginaires. Ses petits-enfants le regardaient avec des yeux brillants, complices d'une aventure extraordinaire. « Quand ils sont là, je me sens rajeunir de 30 ans, m'a-t-il confié plus tard. Je redécouvre une partie de moi que j'avais oubliée. Cette anecdote illustre un principe fondamental. Les enfants sont naturellement attirés par les adultes, qui savent préserver cette étincelle d'enfance en eux, non pas en singeant le comportement enfantin, mais en cultivant cette capacité d'émerveillement, cette disponibilité au jeu, cette légèreté d'être qui caractérise l'enfance. Les psychologues du développement appellent cela la parentalité ludique, et les études montrent qu'elle favorise non seulement l'attachement sécurisant, mais aussi le développement cognitif et émotionnel de l'enfant. Dans notre tradition française, nous avons toujours su que le jeu n'est pas l'apanage des enfants. De Marcel Pagnol jouant aux cartes dans le café du village à Jacques Tati et ses gags visuels, notre culture célèbre cette capacité à transformer le quotidien en terrain de jeu. Avec les enfants, cela peut prendre 1000 formes. Transformer une balade ordinaire en chasse au trésor dans les ruelles de Montmartre, réinventer la recette des crêpes en atelier culinaire expérimental, métamorphoser le rangement de la maison en jeu chronométré. Le professeur Antoine Guédenay, pédopsychiatre renommé à l'hôpital Bichat de Paris, souligne que le jeu partagé crée des moments d'attention conjointe qui sont fondamentaux pour le développement du cerveau de l'enfant. Mais au-delà de ces bénéfices développementaux, le jeu crée tout simplement des souvenirs. Quand je demande à mes amis quels sont leurs souvenirs les plus précieux avec leurs grands-parents ou leurs oncles et tantes, rarement ils évoquent les cadeaux reçus. Ce sont plutôt ces moments où l'adulte s'est pleinement engagé dans leur monde. Ce grand-père qui improvisait des chansons absurdes, cette tante qui connaissait les cachettes secrètes de la forêt, cet oncle qui racontait des histoires à faire peur sous les couvertures avec une lampe de poche. La joie partagée ne signifie pas pour autant une perpétuelle euphorie ou l'absence de règles. Dans la tradition éducative française, nous savons que l'équilibre entre liberté et cadre est essentiel. Les enfants se sentent sécurisés par des limites claires, énoncées avec bienveillance mais fermeté. La vraie joie s'épanouit dans cet espace où l'enfant peut explorer, créer, s'exprimer, tout en se sentant protégé par un cadre rassurant. Il est également important de reconnaître que la joie authentique n'exclut pas les autres émotions. Dans notre culture, nous avons cette capacité à embrasser la palette complète des sentiments humains. Un après-midi joyeux peut comporter son moment de tristesse ou de frustration, et c'est dans votre façon d'accueillir ces émotions que se renforce le lien. Chez Tante Sophie, je peux être triste aussi, et c'est ok. Cette perception est aussi précieuse que, chez Tante Sophie, on s'amuse toujours. Enfin, n'oublions pas la dimension sensorielle si chère à notre culture française. La joie passe aussi par les sens. Le parfum des madeleines tout juste sorties du four, la texture de la pâte à modeler entre les doigts, la douceur d'une couverture lors d'une sieste improvisée dans le hamac du jardin, le son apaisant d'une histoire lue à voix haute. Ces expériences sensorielles créent des ancres émotionnelles puissantes qui donneront envie à l'enfant de revenir les revivre.
La troisième attitude fondamentale qui fera revenir les enfants vers vous touche à l'essence même de l'identité française, l'art de la transmission. Depuis des siècles, notre culture valorise ce passage de connaissances, de savoir-faire et de valeurs d'une génération à l'autre. Que ce soit dans nos ateliers d'artisans, dans nos cuisines familiales ou dans nos traditions régionales, nous comprenons intuitivement l'importance de ce fil invisible qui relie les générations. Pour les enfants d'aujourd'hui, qui grandissent dans un monde en constante accélération, cette connexion à quelque chose de plus grand qu'eux, de plus ancien, représente un ancrage précieux. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les enfants du XXIe siècle sont fascinés par les récits du passé, notamment quand ils concernent leur propre histoire familiale. Racontez-leur comment était la vie quand vous aviez leur âge. Décrivez-leur ce Paris d'avant sans téléphone portable. Partagez avec eux les jeux de votre enfance dans les rues de votre village provençal. La neurologue Catherine Guéguen explique que ces récits permettent à l'enfant de se construire dans une continuité, de comprendre qu'il fait partie d'une histoire qui le précède et lui survivra. Je me souviens d'un après-midi pluvieux passé chez ma grand-tante Élise, dans sa maison de Normandie. Alors que nous étions confinés à l'intérieur, elle a sorti un vieil album photo jauni par le temps. Au lieu de simplement me montrer les images, elle a transformé chaque photographie en une fenêtre ouverte sur un monde disparu. Cette femme élégante en robe à pois dansant sous un kiosque à musique, c'était elle à 20 ans, célébrant la fin de la guerre. Ce bébé aux joues rondes dans les bras d'un homme en uniforme. Mon grand-père, qu'elle n'avait rencontré que 2 fois avant son départ pour le front. Ces récits m'ont donné un sentiment d'appartenance, une compréhension plus profonde de mes racines, et ont transformé cette vieille dame en gardienne fascinante d'un trésor de souvenirs que je ne pouvais trouver nulle part ailleurs. La transmission peut aussi concerner des savoir-faire pratiques. Dans notre ère numérique, les compétences manuelles exercent une fascination renouvelée sur les enfants. Apprendre à un enfant à cultiver des tomates sur un balcon parisien, à réparer une bicyclette, à tricoter une écharpe, à préparer une tarte aux pommes selon la recette ancestrale de la famille, ces moments d'apprentissage créent une connexion unique. Les neurosciences nous enseignent que l'apprentissage par l'observation et l'imitation active des circuits neuronaux spécifiques, les fameux neurones miroirs, qui renforcent le lien social entre le maître et l'apprenti. Pierre, un ébéniste retraité de Dijon, m'expliquait récemment comment son petit-fils de 10 ans, habituellement scotché à sa console de jeu, se transforme complètement dans son atelier. Au début, je lui ai simplement proposé de fabriquer ensemble un petit coffre pour ranger ses trésors. Il était sceptique. Maintenant, il me demande régulièrement quand il pourra revenir pour notre journée bois, comme il l'appelle. Il est fier de créer quelque chose de ses mains, de maîtriser des outils que ses camarades ne connaissent même pas. Cette transmission de savoir-faire va bien au-delà de l'apprentissage technique. Elle est chargée de valeurs implicites, la patience, la persévérance, le soin du détail, le respect de la matière. La transmission concerne également les valeurs, sans tomber dans un moralisme pesant. Dans notre culture française, nous avons cette capacité à transmettre des principes éthiques à travers des conversations philosophiques adaptées à l'âge de l'enfant. Qu'est-ce que c'est être courageux? Est-ce qu'on doit toujours dire la vérité? Pourquoi est-ce important d'aider les autres? Ces questions ouvertes, discutées lors d'une promenade le long du canal Saint-Martin ou pendant la préparation du dîner, permettent à l'enfant de développer sa propre réflexion morale. La sociologue Monique Dagneau, directrice de recherche au CNRS, souligne que les enfants d'aujourd'hui sont à la recherche de repères stables dans un monde caractérisé par la fluidité et l'incertitude. En tant qu'adulte significatif dans la vie d'un enfant, vous pouvez offrir ces repères, non pas sous forme de règles rigides, mais de principes vivants incarnés dans votre propre comportement. L'enfant observe comment vous traitez le serveur au restaurant, comment vous réagissez face à la détresse d'un étranger, comment vous parlez des personnes absentes. Cette transmission par l'exemple est peut-être la plus puissante de toutes. Il y a également cette dimension culturelle française qui valorise l'ouverture sur le monde. Transmettre à un enfant votre passion pour l'art, en l'emmenant découvrir les trésors cachés du musée d'Orsay, lui faire découvrir la musique classique lors d'un concert en plein air aux Tuileries, partager votre enthousiasme pour la littérature en créant un rituel de lecture partagée. Ces expériences élargissent son horizon et créent des souvenirs associés spécifiquement à vous. La transmission n'est pas à sens unique. Accueillir ce que l'enfant peut vous apprendre sur les nouvelles technologies, sur sa vision du monde,
sur ses centres d'intérêt témoigne d'un respect profond qui nourrira son estime de soi. Cette réciprocité dans l'échange crée une relation équilibrée où chacun se sent valorisé. Prenons un instant pour réfléchir à la façon dont ces trois attitudes fondamentales, l'écoute véritable, la création d'espaces de joie authentiques et l'art de la transmission, s'entrelacent pour former une toile relationnelle solide et nourrissante. Ces attitudes ne sont pas des techniques à appliquer mécaniquement, mais plutôt des dispositions intérieures à cultiver, des postures relationnelles qui reflètent les valeurs profondes de notre culture française, l'attention à l'autre, la joie de vivre et le respect de notre héritage. Ce que j'observe souvent dans mes consultations familiales, c'est que les adultes qui réussissent à maintenir des liens significatifs avec les enfants de leur entourage sont ceux qui ont trouvé un équilibre entre ces différentes dimensions. Ils savent alterner les moments d'écoute profonde et les explosions de joie partagées. Ils racontent des histoires du passé tout en restant pleinement ancrés dans le présent. Ils transmettent des valeurs tout en laissant l'espace nécessaire à l'enfant pour développer sa propre identité. Pensez à Marcel, ce grand-père bourguignon, dont les petits-enfants, pourtant adolescents, continuent à venir spontanément passer du temps avec lui. Son secret ? Je les prends comme ils sont, pas comme je voudrais qu'ils soient, m'a-t-il confié. Je m'intéresse sincèrement à leur monde, même quand je n'y comprends pas grand-chose. En échange, ils acceptent de découvrir le mien. Cette réciprocité dans la curiosité, cette ouverture mutuelle, crée un espace relationnel où chacun se sent libre d'être authentique. La cohérence entre ces attitudes est également cruciale. Les enfants ont un radar extrêmement sensible pour détecter les dissonances. Si vous prônez l'importance de l'écoute tout en consultant constamment votre téléphone pendant qu'il vous parle, le message implicite contredira vos paroles. Si vous valorisez la transmission culturelle, mais montrez peu d'intérêt pour leur propre centre d'intérêt, ils percevront une forme de déséquilibre dans la relation. Dans notre société française contemporaine, où les familles sont souvent dispersées géographiquement et où le rythme de vie s'accélère, ces moments de connexion authentique avec les enfants deviennent encore plus précieux. Ils constituent des îlots de sens et de présence dans un quotidien souvent fragmenté. Pour les enfants, savoir qu'il existe un adulte, grand-parent, parrain, marraine, oncle, tante ou ami de la famille, qui les voit vraiment, qui prend plaisir en leur compagnie et qui leur transmet quelque chose d'unique, représente une richesse inestimable. La psychologue Françoise Dolto, cette grande figure de la psychanalyse française, disait que tout être humain est avant tout un être de relation. Les enfants qui bénéficient de relations diversifiées avec des adultes bienveillants développent une confiance fondamentale dans le monde qui les entoure. Ils apprennent qu'ils sont dignes d'attention, que leur existence importe, qu'ils ont une place dans la communauté humaine. En fin de compte, ce que nous offrons aux enfants à travers ces trois attitudes, c'est bien plus que des moments agréables. C'est une contribution essentielle à leur construction identitaire. Chaque conversation attentive, chaque éclat de rire partagé, chaque histoire transmise, s'inscrit dans le grand récit de leur vie. Et n'est-ce pas là le plus beau des cadeaux que nous puissions leur faire? En conclusion, ces trois attitudes, l'écoute véritable, la création d'espaces de joie authentiques et l'art de la transmission, forment ensemble une constellation relationnelle qui attirera naturellement les enfants vers vous. Elles répondent à des besoins fondamentaux: être vus et entendus, éprouver de la joie et du plaisir, se sentir inscrit dans une continuité qui donne du sens. Comme nous l'avons exploré ensemble, ces dispositions intérieures s'ancrent profondément dans notre culture française, avec sa valorisation de la conversation, son art de vivre et son respect des traditions. Ce qui me touche particulièrement dans cette approche, c'est qu'elle ne repose pas sur des artifices ou des stratégies sophistiquées. Elle ne nécessite pas d'investissement financier conséquent, ni de compétences extraordinaires. Elle demande simplement votre présence authentique, votre disponibilité émotionnelle, votre capacité à vous émerveiller et votre désir de transmettre. Ces qualités, nous les possédons tous, même si parfois elles sont enfouies sous les couches de nos préoccupations quotidiennes, de nos habitudes relationnelles ou de nos blessures passées. J'aimerais vous proposer un défi pour les jours qui viennent. Choisissez l'une de ces trois attitudes et engagez-vous à la pratiquer consciemment lors de votre prochaine interaction avec un enfant de votre entourage. Peut-être déciderez-vous d'exercer l'écoute véritable, en posant votre téléphone, en vous mettant à hauteur de l'enfant
et en lui accordant toute votre attention pendant qu'il vous raconte sa journée. Peut-être choisirez-vous de créer un moment de joie partagé, en proposant une activité qui sort de l'ordinaire, une chasse au trésor improvisée dans votre quartier, une séance de pâtisserie expérimentale dans votre cuisine. Ou peut-être opterez-vous pour la transmission, en partageant une compétence qui vous est chère ou en racontant une histoire significative de votre propre enfance. Quelle que soit l'attitude que vous choisirez, observez ce qui se passe, non seulement chez l'enfant mais aussi en vous-même. Notez les petits signes d'ouverture, les regards complices, les questions qui émergent. Soyez attentifs aux sensations qui naissent en vous, cette chaleur dans la poitrine quand vous êtes pleinement présent, cette légèreté qui vous envahit quand vous partagez un fou rire, cette émotion qui vous étreint quand vous transmettez quelque chose qui vous tient à cœur. Ces attitudes ne sont pas des techniques à appliquer mécaniquement, mais des invitations à entrer dans une forme de relation plus authentique et plus nourrissante. Avec la pratique, elles deviendront progressivement une seconde nature, transformant non seulement votre relation avec les enfants, mais aussi votre façon d'être au monde. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, j'aimerais vous inviter à partager cette vidéo avec les personnes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Ces grands-parents qui se sentent déconnectés de leurs petits-enfants, ces oncles et tantes qui cherchent à créer des liens significatifs, ces amis qui accueillent régulièrement les enfants de leur cercle proche. Laissez également un commentaire pour partager votre propre expérience ou poser des questions. Cette communauté que nous construisons ensemble est précieuse et chaque témoignage enrichit notre compréhension collective. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur les relations humaines à la française. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure relationnelle. En attendant, rappelez-vous que chaque instant d'authenticité partagée avec un enfant est une graine semée pour l'avenir. Et quelle plus belle récolte pouvons-nous espérer que ces liens qui traversent le temps et nourrissent les générations futures.